la semaine dernière en fait, il y a un ancien député qui est décédé, qui s'appelle Yossi Sarid. Vous avez entendu parler de Yossi Sarid? Ouais? De nom. Vous êtes trop jeune. Yossi Sarid était un grand rachat qui a fait beaucoup de mal au judaïsme, qui a fait la guerre avec la religion et les religieux tant qu'il a pu. Et la semaine dernière, il est mort. Et j'ai entendu à la radio quelque chose d'assez extraordinaire, une interview de Yossi Sarid, après qu'il est mort, enfin, avant qu'il soit mort, mais c'est après qu'il est mort, on l'a rediffusé. Et là-bas, il parle avec, dans une radio pas religieuse, il parle avec comment s'appelle, le présentateur. Et pendant qu'il parle, à un moment, il dit oui, quand une fois j'étais mort, et c'est-à-dire quoi, t'étais mort? Il dit, t'es en train de parler, donc t'étais pas mort. Il dit, non, si, une fois j'étais sur la route avec ma femme et les enfants, et je suis mort. Il dit, mais ça veut dire quoi, t'es mort? Il dit, c'est sûr que je suis mort. C'est-à-dire que ma neshama, elle est sortie de mon corps. Il dit, mais une minute, je t'arrête. Toi, Yossi Sarid, tu crois pas en la neshama? Toute ta vie, c'était la guerre, que ça n'existe pas, la neshama, il n'y a pas de nef, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a rien, il n'y a que ce monde-là, il n'y a que le corps. Alors il dit, ça veut dire quoi, la neshama? Il dit, écoute, la phrase clé de toute cette interview, il lui dit, tout ça, ça ne s'arrange pas du tout avec mon idéologie, mais c'est ce qui s'est passé. Et il a commencé à raconter tout ce que vous connaissez tous, la mort clinique, que l'âme elle sort et il est au-dessus, il regarde, il voit, il se sent très bien et tout le monde est hystérique et sa femme elle est partie en hystérique à l'hôpital, les enfants ils pleurent, etc. Et lui il voit tout ça d'en haut et il entend le médecin, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et donc il décrit le truc avant clinique, il lui dit mais je comprends pas, toi tu crois pas en ça? Il dit c'est vrai, et c'est contre mon idéologie, mais c'est ce qui s'est passé. Et il est mort athée. Et il faut comprendre ça. Je veux dire, d'un côté c'est bien, parce que quand quelqu'un il raconte ça et qu'il est religieux, ou alors même qu'il a fait tchouva, alors tu peux dire, ouais bon, c'est vendu déjà, et lui il croit en ça, donc il te raconte des bobards, mais lui il est né athée, il a grandi athée, il est mort athée, et quelque temps avant sa mort, c'est un athée complet qui raconte ça, et qui dit, ouais, il y a une neshama, il n'y a pas que le corps, etc. Et la question c'est de savoir, comment c'est possible que quelqu'un puisse voir la réalité en face des yeux et ne pas l'accepter? Et c'est ce qu'on va aujourd'hui essayer d'expliquer, qu'en fait, cette maladie-là, on l'a tous. Et qu'aujourd'hui, avec les médias et le monde global, en fait, on ne pense plus, on ne réfléchit plus, et on ne décide certainement pas qu'est-ce que l'on veut aimer, qu'est-ce que l'on veut utiliser, qu'est-ce que l'on veut, comment on veut s'habiller, qu'est-ce qu'on veut manger, qu'est-ce que j'aime manger. Je crois que j'aime, non, tu n'aimes pas. Mais si j'aime, c'est à mon goût. On va expliquer que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. D'accord? Et pour comprendre ça, ce qu'il faut comprendre, c'est l'effet de ce qui s'appelle l'achatz chavati. L'achatz chavati, ça veut dire la pression sociale. La pression sociale. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant, la pression sociale est énorme. Pourquoi? À cause des médias. D'accord? On va voir deux petites expériences qui ont été faites, et vous allez voir comment ça marche. D'accord? Première expérience, je ne sais pas si on va entendre quelque chose, mais quoi qu'il en soit, c'est tous les gens qui sont dans l'ascenseur, c'est des acteurs. D'accord? C'est-à-dire que celui qui est filmé, il ne sait pas. Il y a une caméra en face de l'ascenseur, celui qui rentre, il ne sait pas qu'il y a une caméra. Tous ceux qui sont à l'intérieur déjà, c'est des acteurs. Et ils se conduisent d'une certaine manière, et on va voir comment la personne qui rentre, elle réagit. Ok?
Vous lisez moi, non? Non, je vais essayer de traduire. Ok, celui qui vient de rentrer là, maintenant, il est un acteur sans le savoir. Maintenant, lui, c'est vraiment celui sur lequel on fait l'expérience. Tous les autres, c'est des acteurs. Tous, c'est des acteurs, sauf celui-là maintenant. Ils sont tous à l'envers. D'accord? Ils ne sont pas du tout dans le sens de regardez ce qu'il fait. C'est l'acteur, lui? Mais non. C'est tous des acteurs sauf lui. Maintenant, regardez ce qu'ils font, ils se mettent sur le côté. Je ne sais pas où se mettre. Maintenant, regardez, tout le monde se retourne, il se retourne aussi. Maintenant, quand la porte se rouvre, ils ont tous changé de place. Et lui aussi. Après, il y a un truc avec le chapeau. Ok, je peux prendre, on n'entend pas, c'est pas grave. Deuxième expérience. Que j'ai moi-même fait. C'est tous des acteurs, sauf lui. On leur montre des traits et on leur demande de dire c'est lequel qui est le plus petit. Maintenant ils disent l'un après l'autre, lui c'est le quatrième. Bien entendu, c'est celui-là qui est le plus petit. Il dit qu'en fait l'expérience c'est de savoir comment vous regardez les choses, de quelle manière, etc. Il demande quel trait il est de la même hauteur que celui-là. Bien entendu, c'est le 2. Il devient fou, c'est pas possible.
il avance, regarde à quelle maintenant à quelle vitesse il répond. Very social creatures. We're very much aware of what the people around us think. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group, even if we don't believe what people are saying. We'll still go along. One. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. One. Donc, maintenant, il faut comprendre, tu peux allumer la lumière s'il te plaît Théo. Il faut comprendre, ça, cet exercice moi-même je l'ai fait avec des élèves en Belgique, et ça marche. Hein. C'est-à-dire que les gens, c'est tout à fait illogique, et tu vas dire des choses que tu ne crois certainement pas, mais tu vas le dire quand même comme si c'était vraiment la réalité. La semaine dernière, j'ai un élève qui est venu me voir, ici, là, je vais un Israélien, et il me dit, ouais, ça y est, j'ai acheté les... Il m'a dit en hébreu, Naale Bachori Yeshivot. Des chaussures de Bachori Yeshivot. Je dis, c'est quoi des chaussures de Bachori Yeshivot? Il y a des chaussures spéciales? Alors il m'a dit, oui, c'est les chaussures que, je sais pas si vous connaissez Red, je sais pas quoi. Redback. Voilà. D'accord? Donc Redback, maintenant en Israël, c'est devenu la grande mode. Mais pas partout, que chez les religieux sionistes. D'accord? Tu vas à Bethel, tout le monde achète ça. Même mon fils, il m'a rendu fou pour que je lui achète ces chaussures-là, parce que c'est les plus fortes, c'est les plus chères, c'est les plus meilleures, c'est les plus belles, c'est ta. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre quelque chose. Vous savez, on dit en français, comme dans toutes les langues, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Et pourtant, je vais vous donner un exemple. Quel est le sport le plus aimé dans le monde? Foot. Je n'ai pas dit ce que vous aimez vous, d'accord? Dans le monde, le foot. C'est la première réponse que tout le monde dit. Et que la majorité des gens diront. Et que la majorité des gens aiment. Or, c'est tout à fait illogique. Pourquoi? Parce que si les goûts et les couleurs ne se discutent pas, et qu'on a environ 10 000 sortes de sports, d'accord? Alors on aurait dû avoir une partie qui aime ça, 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 d'accord? Et pourtant, non, tout le monde aime le foot. C'est que la majorité des gens, tu leur demandes c'est quoi le sport que tu préfères, il aime le foot. Il veut jouer au foot. C'est à la base parce que le foot est très répandu. C'est-à-dire, on regarde la télé, bon, il y a du foot. Le tennis, il y a une fois par an à Roland Garros. Ça. Mais si c'est une question de goût, les gens ils savent c'est quoi le basket, les gens ils savent c'est quoi le tennis, les gens ils savent c'est quoi la natation, les gens ils savent c'est quoi les patins à roulettes. Ils ont plus l'occasion d'y jouer et donc d'aimer ça. C'est plus une. Il y a plus l'occasion de jouer au foot qu'au volleyball. Ouais. Pourquoi ouais? Parce qu'un volleyball, il faut installer un filet, machin. Il faut tomber 2 canettes. Non, ça, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord pour les expériences. Ça, les relais qu'elles. Ok. Ouais, c'est tout la même chose. Mais je vais t'expliquer comment ça marche, tu vas comprendre pourquoi ce que tu dis, c'est pas vrai. Ma femme lit souvent des livres sur l'éducation des enfants. D'accord? Maintenant, comme elle est persuadée que je ne sais pas éduquer nos enfants, donc à chaque fois, elle me laisse les livres sur mon lit. Comme ça, quand je viens, ni vu ni connu, il y a un livre, bon, je vais feuilleter, genre peut-être que je vais devenir un petit peu plus compétent. Et j'ai lu une fois là-bas un truc extraordinaire. Il y avait une fois un rave là-bas celui qui écrit le livre, il écrit qu'il était une fois avec un rave dans un taxi. D'accord? Et puis il y avait les informations. Vous savez, chaque heure ronde en Israël, ces informations, c'est la guerre. On dirait que c'est la guerre. Tout le monde s'arrête, on arrête de vivre et on écoute les informations. Ok. Alors il dit les informations. Voilà, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et puis il dit, et maintenant, le foot. Il y a eu un match très très important, il faut comprendre, ça influence sur ça et ça. Ils vont monter la ligue et sur le mondial. Je sais pas, voilà. Bon, à part ça, il y a eu un accident de voiture, il y a 3 personnes qui sont mortes, la température demain est beau fixe, etc. Adkan Kol Israël. D'accord?
Et cette personne-là, bon, ok, là, les informations sont terminées, puis tout d'un coup, il entend le rab à côté de lui. Il dit, quelque chose qui ne va pas, vous ne sentez pas bien? Il dit, mais non, t'as pas entendu les informations? Je dis, bah, si, j'ai entendu, il n'a rien dit de spécial. Il dit, mais comment ça, il n'a rien dit de spécial? Il a dit qu'il y a un accident, il y a 3 personnes qui sont mortes. Et cette personne, elle écrit. Tout d'un coup, je me suis pris une grande claque dans la tête. Et j'ai compris comment les choses, elles marchent. Il n'y a rien qui est anodin dans ce monde-là. Il n'y a rien qui est pour rien. Cette personne qui présente les informations, elle donne des informations. Pas du tout. Elle t'influence et elle t'oblige à réfléchir d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que quand il a commencé à parler du foot, oh là là, il faut faire attention, il y a eu un match extraordinaire, très important, ça influence. Et maintenant tu vas te poser la question au présentateur, qu'est-ce qui est plus important? La vie de l'homme ou un match de foot? Qu'est-ce qu'il va dire? La vie de l'homme. N'exagère pas. Il va dire la vie de l'homme. Mais on sait tous que c'est pas vrai. On sait tous que les gens, ils sont prêts à s'entretuer pour un match de foot. On le voit tous les jours dans les stades. Surtout en Israël. D'accord? En France aussi? Ouais, partout c'est la même chose. Marseille. C'est pas la France, Marseille. Ils n'ont pas encore demandé l'indépendance là-bas? Donc, comment c'est possible? C'est un jeu. C'est un jeu. Pas du tout, c'est pas un jeu. Quand j'entends la semaine dernière qu'il y a un joueur de foot qui s'est fait racheter à 30 millions d'euros, ou je sais pas combien, 100 millions d'euros, ou est-ce que je sais combien ça coûte un joueur de foot aujourd'hui? D'accord? Et j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un des joueurs de foot parler, je ne me rappelle plus c'est lequel, il y en avait dit, vraiment je n'ai aucune idée, d'accord? Un analphabète total. Une phrase entière, il ne sait pas faire. Une phrase entière, il ne sait pas faire. D'accord? Non, mais on m'a dit là-bas que c'est tous la même chose. D'accord? C'est tous des analphabètes. Alors, comment c'est possible que les gens, Allahu Akbar, Messi, je sais que ce nom, je sais qu'il y a un mec qui s'appelle Messi, qui joue bien au foot, à ce qu'il paraît. D'accord? Hein? Quoi? Il n'y a que ça de vrai. Il y a que ça de vrai? Bon, ok. Maintenant, le dernier mondial, c'était au Brésil, n'est-ce pas? Comment je le sais? Ben, je le sais parce que quand j'ai entendu ces informations, j'étais tellement outré qu'ils ont raconté là-bas que l'État a investi 500 millions d'euros pour faire quoi? Construire le stade? Pas du tout. Pour faire du gazon autour du stade. Et il y a eu des manifestations au Brésil, au Brésil, pourquoi? Parce que les gens meurent de faim. Les gens meurent de faim là-bas, et l'État a investi 500 millions d'euros pour faire du gazon, pour que ça soit beau. Pour combien de temps? 3 jours. Ça va leur rapporter plein d'argent. Et c'est ça la question. Comment c'est possible qu'il y a un professeur qui aide le monde entier, que personne ne le connaît, et que Messi, qui est un analphabète total et qui sait pousser un ballon avec son pied, on le paye 100 millions et on est prêt à investir 500 millions pour 3 jours pour que ça lui fait bien dans les yeux quand il regarde. Parce qu'il y a 5 milliards de personnes qui le regardent, ce mec-là. 5 milliards, n'exagère pas quand même. Ah bon, peut-être. D'accord, mais disons 3 milliards, ok, la majorité de la moitié du monde. Mais la question c'est de savoir, pourquoi cette Hurluberlu, il y a 3 milliards de personnes qui le regardent? Parce qu'il fait des choses extraordinaires avec son corps? Moi j'en connais encore plein qui font des choses extraordinaires avec leur corps. Et sûrement des choses beaucoup plus extraordinaires que de pousser un ballon, même si tu fais ça en dribblant, et avec la tête, avec les pieds, avec tout ce que tu veux. On a vu des gens qui sont beaucoup plus habiles, et beaucoup plus intelligents, et beaucoup plus acrobatiques, et c'est quand même plus joli, c'est tout ce que tu veux. Et alors comment ça se fait? Tout simplement parce que personne n'aime vraiment jouer au foot. Mais on t'oblige à aimer le foot. Pourquoi? Parce que comme tout le monde aime le foot, et que ça coûte des millions, donc automatiquement c'est forcément quelque chose de bien. D'accord? C'est la même chose avec la bouffe. McDonald's, pourquoi tout le monde aime manger des hamburgers? Si on réfléchit vraiment à un hamburger, c'est vraiment pas une viande qui est bonne. Je vais vous montrer un jour comment on fait des hamburgers. Je vous assure, ça vous passe l'envie de manger des hamburgers. D'accord? Ou des saucisses. J'ai un film comment on fait des saucisses. Alors là, vraiment, c'est le bout du bout, quoi, ça s'appelle. Kipchuto, hein. D'accord? Donc et pourtant les gens, aux États-Unis, ce film-là, c'est un moment quand on fait des saucisses dans la plus grande fabrique de saucisses des États-Unis, ils font 200 000 saucisses par heure.
200 000 saucisses, ils font 2 millions de saucisses par jour. Oui, on va y rafrayer là-bas. Les trucs, ça sort comme ça à une vitesse, mais tu vois comment c'est fait, tu peux même toucher une saucisse. D'accord? Et les gens, ils mangent des millions de saucisses. Pourquoi? Parce que c'est bon les saucisses. Un steak, c'est beaucoup meilleur qu'une saucisse ou qu'un hamburger. Mais pourquoi? Parce que tout ça, ça dépend de quoi? De la pub. Mauvaise réponse, moi. Tout ça, ça dépend de quoi? De la pub. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la pub? C'est la pression sociale qu'on fait sur toi. La même chose, la manière de s'habiller. Il y avait, je ne sais pas si ça existe aujourd'hui en France, il y avait à mon époque, ça s'appelait les chalalas. Ça existe encore? C'est pas à la mode. Donc, c'est pas à la mode. Très bonne réponse. Comment c'est possible? Si c'est parce qu'on aime ça, alors on aime. Alors on s'habille comme ça. Mais c'est pas la mode, c'est l'essence même de quoi? De la pression sociale. La même chose. Il y a deux choses qui sont dans le monde entier, qui apparaissent et qui existent dans le monde entier. Coca-Cola et Chabad. D'accord? Maintenant, tout le monde aime Coca-Cola. Tu vas dans n'importe quel restaurant, tu auras toujours certaines boissons, mais toujours 2 étagères de Coca-Cola. Tu as le Coca-Cola normal, tu as le Coca-Cola zéro, light, et après tu as encore quelques boissons qui changent d'après les restaurants. Mais Coca-Cola, il y a partout, tout le temps. Je ne comprends pas comment c'est possible, c'est une question de goût. Si c'est une question de goût. Et pourtant les gens, ils aiment. Tu lui dis, non, j'aime le Coca. C'est le goût de la vie. Ça on dit ça, hein? T'as un machaïm, on dit ça en hébreu. Le goût de la vie. D'accord? Donc les gens, ils commencent à aimer. Mais c'est pas parce qu'ils vraiment ils aiment. C'est-à-dire que même si c'est contre son véritable goût à lui, il le fera quand même. Il va commencer à aimer. Il va dire que les traits, un, il est plus long que l'autre, alors que dans ses yeux, il voit. Il peut pas. Et tu vas lui poser la question, il va dire, non, vraiment, c'est celui-là qui est le plus long. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez qu'il y a... Coca-Cola, comment ils ont fait pour vous savez comment on apprend aux éléphants à danser au cirque? Ouais, on chauffe le sol, c'est ça? Ouais. On chauffe le sol avec la musique et ils avaient mis ça. On appelle ça l'expérience du chien de Pavlov. D'accord? Pavlov, il avait un chien. À chaque fois qu'on l'amenait à manger, bam, il donnait un grand coup sur le gong, d'accord? Et on l'amenait à manger. Et après quelques temps, ils ont donné un coup sur le gong, ils n'ont pas amené à manger. Et puis 2 secondes après, ils ont vu que le chien, il salivait. D'accord? Alors qu'il n'y a pas à manger, il n'y a rien. La même chose. Comment on fait pour apprendre un éléphant à danser dans le cirque? On le met dans une salle et on réchauffe le sol. Et à chaque fois qu'on réchauffe le sol, on met la même musique. Et la même musique. Et à chaque fois, maintenant lui, il brûle, ça brûle. Donc il fait comme ça. Maintenant, le cirque, il se promène dans le monde entier. On ne peut pas chauffer tout le globe terrestre, c'est pas possible. D'accord? Donc comment on fait pour le faire danser quand même quand on est d'autre part? Il n'y a pas besoin de faire chauffer le sol. Dès que tu vas allumer la musique, il va lever les pattes. Pourquoi? Parce que maintenant il y a ce qui s'appelle atnaya. Il y a atnaya, c'est un conditionnement négatif. C'est du français. Un conditionnement négatif, c'est-à-dire que, vu que dans ma tête, maintenant, la musique et le mal, ils vont ensemble. Maintenant, même si j'ai pas mal, alors j'ai oui mal. C'est-à-dire que cette musique, elle me fait mal. Je sais pas pourquoi, mais j'ai mal. Je sais que je dois lever mes pieds. D'accord? La même chose. Quelqu'un qui prend son fils à la synagogue, et à chaque fois que son fils, il lève les yeux du livre, je dis de regarder dans le livre. Il faut prier. Le gosse, il va avoir 20 ans. Il va détester la synagogue. Mais personne ne te frappe, qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux frapper ton père maintenant, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu vas pas à la synagogue? J'aime pas là-bas, je me sens pas bien, je me sens pas à la maison là-bas. Azov. Pourquoi? Parce que maintenant il y a eu un conditionnement négatif entre la synagogue et quoi? Et les coups. L'inverse, si tu donnes à ton fils qui vient, tu dis, prends un bonbon, va t'amuser, va, kiffe, etc. Viens à la Torah, viens, on prend les rimonim pour le Sefer Torah. Il kiffe. Quand il grandit, il va aller à la synagogue. Pourquoi?
c'est ennuyeux, c'est tout le temps la même tefila, etc. Je sais pas, je vais bien, je peux pas sans la tefila. C'est comme c'est devenu un conditionnement positif. C'est comme ça que toutes les publicités du monde, elles marchent. Tu peux m'expliquer pourquoi quand on fait une publicité sur une Mercedes, on met une femme, un modèle, qui a rapport avec un top modèle, et je vais conduire dans la voiture, je veux dire, quel rapport? Bah, tout simplement, c'est un conditionnement positif. Si tu aimes cette belle femme, tu aimes automatiquement aussi la voiture. Maintenant, comment Coca-Cola ils ont fait pour... Au début, ils s'en sont pris plein la tête après, mais c'est pas grave, ils ont gagné suffisamment des milliards avec, donc ils ont pu payer tous les avocats avec, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est que, vous savez, à la télévision, hein, les images qu'on voit, c'est pas une image. C'est 24 images par seconde. La 25e image, on ne la voit pas, mais notre cerveau, il la voit. Voilà. Donc Coca-Cola, il rentrait à chaque fois qu'il y avait des choses que les gens, ils aiment, hop, une photo de Coca-Cola. Maintenant, quand tu vois un film, tu vois pas la photo de Coca-Cola. On te demande, t'as vu, et puis tout d'un coup, t'as envie de Coca-Cola. Pourquoi? Parce que quand il y avait une belle femme, une belle voiture, une belle maison, etc., hop, il y avait une photo que tu voyais pas. C'est une de 25 par seconde. Tu ne la vois pas. C'est un conditionnement positif. Tout dans la vie, ça marche comme ça. Tout. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ben, ça veut dire tout simplement que il faut toujours réfléchir, est-ce que j'aime vraiment ce que j'aime? Quand je m'habille, c'est parce que je pense que c'est bien, je pense que c'est comme ça qu'on doit s'habiller. Ce que je mange, c'est parce que vraiment j'aime. Et les gens vont dire, oui, mais j'aime vraiment. Il faut vraiment réfléchir, est-ce que tu aimes parce que tu aimes ou est-ce que tu aimes parce que tout le monde aime, alors tu es devenu toi aussi aimant. Et encore une fois, si tu t'habilles comme tout le monde, ça veut dire que tu n'aimes pas. Si tu manges comme tout le monde, ça veut dire que tu n'aimes pas. Tu vas dire, qu'est-ce que je vais faire? Chercher des habits tricolores et je vais manger quoi? On mange ce qu'il y a, d'accord? Non. Enfin si, on va pas inventer de la bouffe, mais on mange ce qu'on pense qu'on doit manger dans la tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je pense qui est véritablement bien. C'est-à-dire, Yossi Sarid, il a grandi dans un endroit où tout le monde pense la même chose. Donc même si je veux lui montrer mon cher Rabbeinu qui descend et qui lui dit oh, voilà ta neshama, elle est là. Il me dit non, c'est pas possible. Tu la vois? Je peux pas. Vous savez qu'il y a un endroit à Tel Aviv qui s'appelle Shenkin. J'ai entendu à la radio il y a quelques temps qu'ils ont fait un mercat, une étude. Une enquête, une étude, qui est là-bas 70% d'homosexuels. Comment c'est possible? Ils sont tous habités là-bas en même temps. Ils ont dit que c'est devenu à la mode. C'est devenu à la mode. C'est-à-dire qu'il y a une pression sociale que les gens... Là-bas, c'est tous des acteurs, des beaux gosses, etc. C'est l'élite. L'élite, hein, enfin, avec 4 guillemets, vous pouvez mettre. D'accord? L'élite de la société israélienne. D'accord? Et comme c'est devenu à la mode, alors les gens ils disent, ouais, on va essayer, peut-être c'est sympa, etc. Et puis, ouais, c'est pas si mal que ça. Et bien entendu, c'est pas possible. D'un point de vue naturel, c'est pas possible. D'accord? D'un point de vue des nombres, c'est pas possible. D'accord? Alors comment c'est possible qu'à 70%? Tout simplement. Et il va te dire, ouais, j'aime, je l'aime. Tu l'aimes pas du tout. C'est comme ça que la société autour de toi, elle dit qu'on doit aimer. Donc automatiquement, tu commences à aimer. Mais est-ce que tu aimes vraiment? Donc en fait, on pense ce que les gens autour de nous pensent. Et on aime ce que les gens autour de nous aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais si tout le monde fait comme ça, alors c'est qui le premier qui a lancé ça? Ça change, c'est pour ça que ça change à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un il a un peu de pouvoir. Par exemple, ceux qui font la mode, ils ont le pouvoir. C'est quel pouvoir? Ils ont le pouvoir des médias. D'accord? Alors ça change à chaque fois. À chaque fois que quelqu'un il a de l'argent et qu'il a le pouvoir de montrer aux autres ce qu'on doit aimer, alors tout le monde commence à aimer. Et la mode elle change à chaque fois. C'est pas parce que nous, on change notre goût à chaque fois. Comment c'est possible qu'à mon époque, les gens, ils allaient, quand j'étais petit, on allait avec des nœuds papillons. Aujourd'hui, les nœuds papillons, c'est pour les grands-pères. D'accord? Alors après, il y avait les cravates larges. Maintenant, il y a les cravates fines. Puis ça va changer encore. Mais après, il y a des lacets. Je sais pas, à chaque fois, il y a...
D'accord? Chaque fois, il y a une autre mode. Et des fois, ça revient en arrière. Ah, tout d'un coup, on re-aime ce qu'on a. On n'a aucune influence là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on vient de découvrir qu'on ne vit pas du tout notre propre vie. On vit la vie de tout le monde. On vit ce qu'on nous demande de vivre. On aime ce qu'on nous demande d'aimer. On fait ce qu'on nous demande de faire. Et on réfléchit de la manière que les gens veulent qu'on réfléchisse. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Jeter les box. Quoi? C'est tes chaussures là. Gabriel! Regarde, on paraît que tu dois savoir la réponse. Non. C'est bien en général, mais c'est pas. On dit en hébreu, Achek Sourmera, pas assez tôt. C'est-à-dire que il faut comprendre que cette manière que les choses se passent, c'est partout la même chose. Si tu viens à la yeshiva, c'est aussi la même chose. Tu commences à aimer les chaussures de Benishim. Comment c'est possible? Chacun a son goût, chacun a les chaussures. Tu seras influencé aussi à la yeshiva. Partout où on vit, on est influencé. La question, c'est de savoir, est-ce que j'ai décidé de quoi je veux être influencé? C'est ça la question. Et c'est ce qu'ils disent Chazal. Nos sages nous disent, Achek mishachenra, ve'al titraber la racha. Ne va pas habiter là où il y a des mécréants. Pourquoi? Parce que tu veuilles ou que tu veuilles pas, à la fin tu vas réfléchir comme un mécréant et tu vas aimer ce que les mécréants ils aiment. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Idabek betalmidei chachamim. Sourmera, détache-toi des choses mauvaises et accroche-toi aux choses bien. Ah, mais je vais être influencé. Ben oui, mais la question c'est de savoir, est-ce que toi tu as décidé que tu vas être influencé par les choses que tu penses qu'elles sont bien? Aujourd'hui j'ai du mal avec ça, etc. Alors, tu vas avec un tabit racham. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, tu vas être influencé, tu vas pas vraiment réfléchir. Tu vas faire mais c'est toi qui as décidé au début que c'est ça que tu veux. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a plein de gens, même quand ils sont religieux, ils veulent être proches d'Akadosh Baruch Hu, faire une maison, un foyer de Torah, de mitzvot, d'Irat Shamayim, etc. Mais autour de lui, il rentre le monde entier qui l'influence pour ne pas vivre comme ça. Alors, bien entendu, on est influencé tout le temps. La question, c'est de savoir est-ce que j'ai décidé et ce que je fais, ce qu'il faut faire pour être influencé, parce que j'ai envie d'être influencé, parce que pour arriver au but que je me suis fixé, ou alors je me suis fixé un but, et je me laisse influencer par tous ceux qui veulent que j'arrive à un but qui est complètement différent. Et alors tu dis, ouais, mais j'aime ça, je peux pas sans ça, je peux pas changer au foot Shabbat, je peux pas. C'est ça la question. Quelqu'un qui est venu voir Rav, il lui a dit, je meurs d'envie d'être religieux, mais je peux pas sans le foot et les cigarettes Shabbat. Je peux pas. Si le Rav il me donne la permission, je deviens religieux. Alors il a dit, mais je te donne la permission. Il dit quoi? T'es réformé quoi? C'est quoi? On peut jouer au foot Shabbat? Il dit pas du tout. Moutar, l'homme est sorti le Shabbat. C'est permis de ne pas jouer au foot Shabbat. C'est permis de ne pas fumer Shabbat. Il dit, tu te fous de moi, les religieux toujours, ils sont comme ça. Ouais. Je t'ai demandé de demander une permission de fumer Shabbat. Tu me dis, ouais, moi j'ai le droit de ne pas fumer Shabbat. Je t'ai pas demandé de permission pour ne pas fumer Shabbat, j'ai la permission pour fumer Shabbat. Il dit, mais écoute bien la phrase que tu viens de dire. Je meurs d'envie d'être religieux, mais je ne peux pas sans fumer Shabbat. En hébreu, assour, c'est quoi assour? Interdit. Mais assour, ça veut dire emprisonné. Moutar, ça veut dire permis. Mais ça veut dire aussi libre. Détaché. Plus exactement. Détaché. Tu viens de me dire, je meurs d'envie d'être religieux. Mais je ne peux pas. Ça veut dire quoi? Tu es emprisonné, tu es assourd dans le foot.
Tu es assourd dans les cigarettes. Les cigarettes et les foot, ils sont contre ce que tu veux. Mais tu peux pas. Tu es emprisonné. Moi, je suis libre. Je peux, si j'ai décidé que je vais être religieux, ne pas jouer au foot Shabbat. J'ai décidé, si je veux être religieux, je ne suis pas obligé de fumer Shabbat. Ça dit que tu meurs d'envie. Alors, donc, le foot, il va contre ce que tu veux. Et les cigarettes, ils vont contre ce que tu veux. Mais tu n'as pas le choix. Tu es emprisonné. Moi, je peux vivre comme je ai décidé de vivre. C'est ça qu'on doit se rappeler toujours. D'accord? Est-ce qu'on vit véritablement par rapport à ce que l'on veut vivre? Et le but qu'on s'est fixé dans la vie, est-ce qu'autour de soi, on met les choses qui vont nous influencer dans cette direction? Ou alors, il faut comprendre, chaque fois qu'on ouvre l'Internet, la télé, la radio, les journaux, tout ça, qu'on va dans la rue, ça influence. Alors tu vas dire quoi? On va arrêter la rue, les journaux, Internet, la télé, la radio? Non. Mais, quelle radio tu regardes, t'entends? Une radio qui va t'influencer dans le but que tu veux, ou une radio qui va t'influencer dans des bêtises que tu vas devenir comme... que tu entends Yossi Starib qui te dit qu'il a vu sa Neshama et que ça n'influence pas. Les gens qui vont entendre ça du matin au soir, même quand eux ils vont voir leur Neshama, c'est pas ça. D'accord? Tu vas voir la télé, pas de problème. Qu'est-ce que tu vas voir à la télé? Torah Box? Oh, je sais pas, c'est un truc français comme ça, Torah Box, ça s'appelle pas. J'ai un film de Marodial, où tu vas regarder les bêtises qu'on te montre. Sur Internet, Hachem, Internet, il y a des milliers de sites où on peut faire des choses très très bien. Mais il y a des centaines de millions de sites où on peut faire des choses très très mal. D'accord? Et non seulement très très mal, mais c'est qu'après, c'est toi qui réfléchis d'une manière complètement différente. J'avais un élève qui était ici. Et il faut comprendre comment ça marche. Hein. J'ai un élève qui était ici, il est toujours ici d'ailleurs. Et on avait parlé une fois des universités, et j'ai dit, fais attention, que l'université, ça influence aussi, etc. Où tu vas étudier, qu'est-ce que tu vas étudier, etc. Et il m'a dit, ouais, non, moi je vais à l'université hébraïque. Je dis, écoute, l'université hébraïque, c'est très bien, mais il faut faire très attention, c'est pas tous des Gdoshé Lyon, d'accord? Non, moi je suis fort, etc., je vais aller, etc. Il y a quelques temps, il est venu me voir, et il me dit, je vais pas à l'université. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais au Macholev. Je dis, bon, c'est bien, Macholev, très bien. Pourquoi tu vas pas à l'université? Il dit, non, j'étais là-bas. Il m'a dit, il y avait un groupe là-bas, de Français, d'accord, qui font des études là-bas, ça fait déjà 2 ans, d'accord. Maintenant, comme c'est des Français tous ensemble, alors ils ont un groupe entre eux, d'accord. Et il me dit, il y a un mec qui a étudié avec moi à la yeshiva. Pas ici, dans une autre yeshiva. Il a été dans une autre yeshiva, mais c'était genre un spitz, c'était un... Comment on dit un spitz? Un spitz? Une pointe, hein, mais ça ne veut rien dire en français. Une pointe, on dit en français? Une pointe? Ah, c'était une pointure. Bon, une pointure. Donc c'était un spitz, d'accord? Et maintenant là-bas, le groupe, c'est les filles et les garçons. C'est tous les Français qui sont ensemble. Et je lui dis, et donc moi, je suis parti pour me renseigner, etc. Donc j'ai vu, il m'a parlé de ce groupe, et j'étais là-bas, et je les ai vus ensemble, etc. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là-bas, tous mélangés, etc. Il me dit, non, c'est très important, il faut être ouvert, et ça rapproche les gens, etc. Et il a commencé à me donner toute une philosophie de vie qui était complètement, mais alors à l'antithèse de ce qu'il pensait avant d'entrer à l'université. Complètement. Maintenant, quand il est rentré, il pensait à autre chose. C'est pas qu'il a changé de manière de penser. Dans l'essence, il pense toujours la même chose. Mais il ne pense plus la même chose, pourquoi? Parce que les gens autour de lui ne pensent pas la même chose. Et donc automatiquement, il est rentré dans le groupe. Pour pas être différent. Comme celui-là qui disait sur les traits, pour pas être différent alors que c'est complètement contre ce qu'il pense. Ça change. Donc, tout est permis et tout est bien. Dans ce monde-là, tout est très bien. Vous savez, c'est qui les héros de Hanouka? Non, les Grecs. Que je sais. Parce qu'on dit dans l'Anissim, Natata Giborim Beyad. Giborim, c'est les héros. C'est qui les héros? Les Grecs.
Tu les as donnés dans les mains des Khalashim, des faibles. Mais les Giborim, c'est qui? C'est les Maccabim. Maintenant, toutes les parachiotes qui sont toujours à l'époque de Hanouka, c'est qui le héros des parachiotes? Joseph, merci. Ça fait l'honneur. D'accord? Joseph, le roi des rêves. D'accord? Donc on a Joseph, le héros, et les Grecs, les héros. Regardez bien. Les Grecs, ils sont intelligents. Il y a écrit dans la Gemara qu'il y a la Chokma Yevanit, l'intelligence grecque. Chokma Yevanit. Et Yosef, En Navon Vechacham Kamocha. Il n'y a pas plus intelligent que toi, par eux, il dit. Les Grecs, ils ont les langues. La Shon Yevanit. D'accord? Et Yosef, Bi Yosef Samo. On lui a rajouté une lettre parce que le malach Gabriel, il lui a enseigné les 70 langues. Les Grecs, ils sont beaux. Yaft Elokim le Yefet. Ils sont beaux, les Grecs. Et Yosef, Yefet Toar, Yefet Maré. Il est beau. Les Grecs, ils règnent sur le monde entier. Et Yosef, ou Amashbir Lechol Haaretz. Donc les héros de Hanouka et les héros des parachutes qui sont en parallèle, ils sont tous la même chose. Toute différence, c'est que les Grecs, on avait parlé de ça il y a 2 semaines quand on a parlé de Hanouka, les Grecs pour eux, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils idolâtraient? La nature. C'est mon corps, moi, ce qui est autour de nous. D'accord? Et Yosef, Biladai, Elohim Yanet Shlom Paro. C'est pas moi, c'est tout Dieu. C'est-à-dire que tu peux faire tout la même chose. Tu peux être beau, intelligent, etc., etc. Régner sur le monde entier et être le pire des kofrim, ou alors le plus grand des tzadikim comme Yosef. Et c'est tout la même chose. Tu peux utiliser Internet, tu peux utiliser la télé, tu peux utiliser la radio, tu peux utiliser tout, le monde là. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tu vas te rentrer dans un trou où de là-bas tu vas sortir un mécréant, bien que tu n'as pas du tout envie, mais tu n'auras pas le choix vu que tout autour de toi t'influence là-dessus, ou que tu vas te rentrer dans un trou, comme Kourav Yaakov par exemple, c'est un trou, d'accord? Et que tu t'es influencé depuis le début pour aller dans la direction que tu veux. Donc dans le monde entier, tout revient à ça. On est influencé tout le temps, partout, on ne réfléchit la majorité du temps pas par nous-mêmes, et la question c'est de savoir, est-ce que je me suis rentré dans un endroit où je vais être influencé dans la direction que je veux, ou alors je vais être influencé dans l'inverse de la direction que j'ai envie. Et ça, c'est une grande catastrophe. Question. Quelle? Tout à l'heure, vous avez dit, genre, par rapport au groupe de l'université hébraïque et tout, mais si, exemple, vous êtes intégrer un groupe, genre, au total, c'est nous, peut-être qu'on va leur faire sortir de eux où ils sont et peut-être les ramener ou... Alors, c'est lui qui s'est assimilé, c'est pas eux qui se sont assimilés. Ok, Ouais. mais si nous, on y va dans l'optimisme... Tu as dit un bon mot, l'optimisme. C'est très bien l'optimisme. Il faut être aussi réaliste, mon fils. Et je vais te dire quelque chose. Hier, j'ai un élève qui est venu me voir, il me parlait et il m'a dit qu'il avait il y avait une fille qui voulait sortir avec elle. Alors il m'a dit, maintenant, lui il a déjà étudié un peu chez moi, donc il connaît un peu comment ça marche. Alors il m'a dit, et je vais t'expliquer comment mon Yetzirah il a travaillé. Il m'a dit, il faut lui faire tchouva à cette pauvre fille. Maintenant, en fait, à la fin, elle n'a bien entendu pas fait tchouva, mais lui, il a fait beaucoup de bêtises avec elle. D'accord? C'est ce que j'explique toujours à l'armée. Quand vous allez à l'armée, d'accord? Il y a les filles à l'armée, elles aiment beaucoup les religieux. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus fidèles, ils sont plus gentils, ils sont plus corrects, ils sont plus respectueux, etc. D'accord? Et tout le temps, elles vont venir et elles vont poser une question. Tu peux m'expliquer quelque chose dans la halakha? Et bien entendu, toi, tu vas te sentir que tu as l'âme du Rav Amnon Yitzhak qui est rentrée en toi, que tu es venu maintenant pour le faire tchouva, cette pauvre âme perdue qui est venue dans ce monde-là, et c'est toi le Messie qui va la sauver. D'accord? Bien entendu, ça c'est le Yetzirah. Parce que jamais tu pourras faire tchouva à cette fille, et elle n'a pas du tout envie de faire tchouva. Ce qui l'intéresse, c'est ta tête. D'accord? Et donc, la majorité du temps, peut-être qu'il y en a un qui va réussir, mais est-ce que moi j'ai le droit de me rentrer dans ce pétrin? Est-ce que j'ai le droit de me rentrer dans un endroit où tout le monde est contre moi? Rapidement. Donc il faut être optimiste, mais il faut être surtout réaliste. On voit que la majorité des gens qui sont rentrés, à la fin, ils ne sont pas sentis. Enfin, ils se sont sentis, mais autrement. Ken? Théo?
Quelle heure il est? Je sais pas comment mes enfants 35. 35. 35. Avant 14 semaines. Ah, moi, j'aime pas le foot. That's la fin.